And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. Live for nothing. Or die for something. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Oh, encore cette télévision. Oh, une invention pour idiots. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous recevons aujourd'hui autour de ce plateau du studio Terre de Canal B, à savoir les appartements de l'Arvoir à Rennes. Nous recevons aujourd'hui comme invité notre intérimaire Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc. Bonjour à tous les deux et merci de m'inviter à cette émission Grand Écart, dirons-nous. Exactement, puisque nous allons démarrer cette émission en parlant d'un film que je n'ai pas vu, à savoir le dernier film de Céline Sciamma, Le portrait d'une jeune fille en feu, que vous avez tous les deux adoré au point de vouloir en parler, alors même qu'on aurait pu faire une spéciale Rambo, puisque nous allons aussi parler du Rambo, qui sera donc peut-être en effet un grand écart, mais pas forcément, puisque Jules Topoc ne l'a pas vu. Malheureusement, c'est bien dommage, mais ça t'empêchera pas, Jules, bien entendu, de parler de ton rapport trouble, évidemment, à Stallone et à cette figure très emblématique du cinéma américain. On va tout de suite démarrer cette émission par un court extrait de Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, et puis je laisserai la parole à Antonin et notre invité pour parler de ce film français. Je vais à la piscine après, tu viens? Non. À chaque fois tu dis que tu viens pas, mais je te vois là-bas. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. On n'est pas obligé de tout faire séparer non plus. J'en ai marre de tes conneries gamines. C'est toi la gamine, madame, j'ai pas de sein. Toi t'as des seins depuis le CP. C'est pas des vrais. C'est que de la graisse. C'est dégueulasse. J'en ai marre de t'être traîné. C'est qu'un boulet. Un extrait donc de Naissance des pieuvres, le premier long métrage en tout cas de Céline Sciamma. Un film que j'avais réellement adoré. Alors on va commencer avant de parler vraiment de Portrait de la jeune fille en feu un peu du rapport en tout cas qu'on peut avoir avec le cinéma de Sciamma, ou que je peux avoir. Et voilà, moi Sciamma, j'avais un rapport un peu particulier parce que Naissance des pieuvres, effectivement, ça m'avait paru, ça m'avait fait une sorte de choc quand même. J'avais l'impression, un sentiment très fort vraiment de voir l'évidence d'un regard de cinéaste. Ça me paraissait être un des meilleurs teen movies que j'avais pu voir, en tout cas un des meilleurs films sur l'adolescence français, mais même de façon générale, et un film vraiment porté par un regard très particulier, en tout cas un vrai regard, c'est-à-dire une sorte de justesse dans la représentation, mais aussi un regard porté par un vrai désir. Tu le disais, Jules, hors antenne, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... ça ne cache pas vraiment le désir
désir que ça pouvait avoir sur ces corps-là, d'autant plus que là ça mettait en scène des désirs à la fois hétéros et homosexuels. Et puis aussi, cerise sur le gâteau, une ambition formelle qui à l'époque, je crois que le film il a peut-être 15 ans maintenant, ou non, moins que ça, non il a moins que ça, mais c'est un film qui était porté par une sorte d'ambition formelle qui était les prémices de ce que ça a pu donner, une sorte de nouvelle vague de cinéma français portée par plein de jeunes cinéastes, la plupart sortis par la féministe, c'est-à-dire une sorte de volonté très forte de sortir d'un cinéma un peu, moi ce que j'appelle le cinéma un peu grisot-naturaliste, post-Piala, c'est-à-dire des films à sujets sociaux, mais toujours filmés, on va dire, en mode sous Dardenne ou sous Ken Loach, et toujours dans des endroits moches, avec des sujets durs, et puis une sorte de didactisme un peu chiant qui devenait très énervant dans le cinéma français et qui peut être toujours assez vivace, mais qui est tempéré par des cinéastes qui sont arrivés depuis, qui portent en eux, même si je suis absolument pas du tout convaincu par leur travail pour la plupart des cas, et on en a beaucoup parlé ici, c'est des cinéastes qui, on voit bien, ont été biberonnés à un cinéma beaucoup plus formel, spectaculaire, une cinéphilie parfois assez américaine. On parlait du Petit Paysan, des sortes de tentatives d'aller vers le cinéma fantastique. On en a parlé dernièrement avec Zlotowski, justement. Zlotowski qui par exemple avait fait Grand Central, où d'un coup on avait, ou même son premier film à Belle Épine qui était avec un horizon très carpenterien. Donc on sentait qu'il y avait une volonté de transfigurer quelque chose qui était propre au cinéma français, c'est-à-dire le sujet social, des thématiques sociales, des thématiques de genre, et de les transfigurer par quelque chose qui serait une ambition formelle assez forte. Et dans Naissance des pieuvres, il y avait vraiment ça. À la fois, tout le film naviguait entre... il y avait une approche formaliste très forte entre un réalisme très cru, donc là pour le coup très français, qui allait avec une vraie trivialité très courageuse dans la représentation des corps de ces adolescentes, et il y avait une dimension poétique portée par la mise en scène, une façon de jouer avec les éléments liquides, tout un aspect un peu métaphorique sur l'environnement aquatique, et tout un truc formel qui fonctionnait là-dessus, sur le côté les corps adolescents, comment ils étaient lestés par les mutations en devenir, comment on était lesté par son corps, par l'empêchement de l'accomplissement de ses désirs, et puis cet environnement liquide. Il y avait un vrai travail formel là-dessus, qui était en plus porté, moi, par une BO que je trouve toujours fantastique, une des plus belles BO que dont je connaisse. Un extrait, on entendra un extrait en fin d'émission, une BO de Parawan. Qu'il avait composé, qui est le compositeur attitré de Siama, qui officie aussi dans Portrait de la jeune fille en feu, et qui est un musicien d'électro assez connu, producteur d'un autre groupe féministe, TTC aussi. Il avait fait beaucoup de morceaux avec TTC. Et moi après c'est avec Céline Sciamma, ça a été un peu de déconvenu en déconvenu, parce que Tomboy, et c'est pareil, je pense qu'on en avait parlé à l'émission, j'avais trouvé que j'y avais vu un peu tous les travers que je trouve dans un certain nouveau cinéma français, c'est-à-dire un cinéma d'intention très forte, de voir toutes les intentions. Tomboy, je pense que c'est un film qui désormais est assez connu, c'est un film il est connu aussi parce qu'il a intégré assez vite les dispositifs d'éducation à l'image, donc beaucoup de jeunes l'ont vu, par exemple. C'est un film qui est relativement connu pour les gens plus jeunes, et qui est un film qui va déployer une problématique propre à Siama, qui est une vraie attention à la question de la lutte des genres, et toujours dans une optique relativement queer, c'est-à-dire vraiment sous la lutte des différents genres à travers un individu, des genres sexuels, à travers un individu, mais aussi la lutte des différents genres entre les individus. Et évidemment, Tomboy était plus la lutte des genres dans un individu même, un jeune garçon, une jeune fille qui se faisait passer pour un garçon, si je me rappelle bien. C'est bien ça, ouais. Et moi, j'avais eu l'impression de voir une sorte de traité extrêmement didactique qui formait une dramaturgie à travers une sorte de suspense, mais qui était entièrement presque que littéraire, enfin qui ne restait qu'à l'étape d'un scénario. J'avais trouvé ça pas du tout incarné. Je n'avais pas du tout trouvé la puissance un peu fiévreuse ou la puissance formelle que je pouvais retrouver dans Naissance des pieuvres. Et ça a été encore pire, je pense, avec Bande de filles, qui, pareil, encore une fois, était dans une sorte de même terrain de lutte des genres. Il y avait, je me souviens qu'à l'époque, je ne l'ai pas revu depuis le film, mais je dis oui, il y a vraiment deux films, il y avait vraiment deux volontés très fortes dans ce film. C'était une première fois
toujours cette obsession, la lutte des genres, cette jeune fille, Vic, qui au début du film arborait de façon extrêmement agressive tous les signes extérieurs de la féminité et finissait, à force de subir l'oppression masculine, à plutôt adopter des codes de genre masculin pour s'échapper un petit peu de toutes les formes d'oppression. Et dans le déroulé, je me disais, c'est incroyable, j'ai l'impression de voir un scénario déroulé devant moi, et avec une sorte d'ambition formelle que je trouvais absolument publicitaire, parce que le deuxième projet du film me paraissait être vraiment de rendre beau des choses. Ça se passait, je crois, dans des banlieues, avec dans la communauté plutôt africaine et plutôt jeune fille un petit peu exubérante. Je crois qu'il y avait une sorte de combat de rue, je sais pas quoi. Il y avait une volonté dans le film de rendre formellement beau des choses qui étaient présentées de façon extrêmement anxiogène dans les médias dominants, et donc une volonté très politique de trouver de la beauté dans quelque chose qui serait plutôt dénigré dans les représentations majoritaires d'une société. Et moi, c'est un film que j'avais vraiment pas du tout aimé, ou dans lequel, c'est pareil, je ne trouvais pas cette sorte de mélange incroyable qui me paraît être super opérant dans Portrait de la jeune fille en feu, entre un côté très intellectuel, très volontariste qu'il peut y avoir, et d'un coup une sorte de fièvre, d'incarnation totale, et une vraie poétique de mise en scène qui transcenderait un petit peu tout ça. Et là, du coup, moi, le Portrait de la jeune fille en feu, je l'attendais pas mal, parce que c'est quand même une cinéaste que, d'une part, je trouve plutôt très intéressante, et c'est pareil, on en parlait, c'est quelqu'un qui parle comme un livre, hein. C'est plutôt après, c'est toujours le cas de pas mal de cinéastes français. C'est souvent, voilà, en France, on produit pas mal de très bons cinéphiles, mais qui donnent pas forcément de bons cinéastes. Et Céline Sciamma, c'est quelqu'un qui parle très très bien de cinéma. J'ai oublié de dire aussi que même les travaux qu'avait pu faire Sciamma en dehors de ses propres mises en scène m'avaient absolument pas convaincu. Elle avait fait un scénario d'un Téchiné et Ma vie de courgette, que moi je n'ai pas jamais revu, mais qui me paraissait vraiment trop feel good pour être vraiment un film vraiment intéressant. Je trouvais vraiment sans âpreté aucune, alors qu'il était sur un sujet vraiment très dur. Moi, Portrait de la jeune fille en feu, j'attendais toujours ce film. Ça fait partie des cinéastes, en tout cas, dont je raterai jamais un des films, parce que ça me passionne, même si j'ai beaucoup de réserves. Et ça me paraît être pour le coup une vraie réussite. Pour pitcher un petit peu le film, qui est peut-être connu du coup maintenant, mais c'est l'histoire d'une jeune peintre, on est au XVIIIe siècle je crois, qui se rend sur une île bretonne pour dresser le portrait d'une jeune femme de bonne famille. Elle doit lui tirer le portrait pour l'envoyer à Milan, pour vendre en fait son image à un jeune prince ou un jeune noble milanais qui doit accepter ou non, après la vision de ce portrait-là, de l'épouser ou pas. Et finalement va se nouer dans la relation entre peintre et modèle, une histoire d'amour. Et une histoire d'amour qui va durer sur un temps extrêmement circonscrit, sur 5 jours. Et c'est un film qui, du coup, est encore une histoire d'amour déviant, pour l'époque, encore une fois, et de désir, de circulation du désir. Et c'est aussi un film qui est, pour le coup, le premier film de Sciamma qui est quand même profondément métatextuel. C'est vraiment comme beaucoup de films qui parlent de la peinture ou qui parlent d'un autre art. Évidemment, on se sert de la peinture pour finalement parler de son regard de cinéaste. Et ça me paraît... Voilà, on voit que dans le cinéma de Sciamma, de toute façon, il y a carrément un double mouvement qui, là, me paraît vraiment être extrêmement fertile. Comme j'ai dit, c'est un cinéma... Le cinéma de Sciamma, c'est très cérébral. Je crois que même elle disait à chaque fois, son projet de scénario, c'est toujours une étude de cas. Donc on est déjà tout de suite dans un registre scientifique. Je pense que de toute façon, c'est la base de son cinéma. Il y a un côté étude de cas presque complètement de l'ordre de la synthèse. Alors peut-être que je me trompe en manipulant cette référence, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas vu de film de Bresson, mais j'ai l'impression des fois quand je vois ces films de ressentir à peu près la même chose que je ressens dans les films de Bresson, c'est-à-dire un rapport extrêmement synthétique, extrêmement épuré, qui va où chaque plan est là pour porter une idée quasiment unique, et c'est l'enchaînement des plans qui va créer une sorte de non pas de discours, ça serait vraiment circonscrire le tout à quelque
quelque chose de trop monolithique, mais qui va vraiment où il y a une sorte de calcul d'effet extrêmement précis pour créer un effet ou une idée ou représenter une idée extrêmement précise. Donc ça, c'est vraiment le côté très cérébral et qui va s'incarner dans un côté très formaliste. C'est hyper formaliste, le cinéma de Siama. Je suis toujours étonné, là, j'ai lu quelques critiques du film qui l'abordent en parlant que c'est un film relativement classique, académique. Alors je pense que c'est vraiment le fait que ça soit un film en costume qui induit l'idée de l'académisme et du classicisme, où d'un coup on a l'impression, avec une photographie très frontale, et très picturale aussi, avec beaucoup de références picturales, donc d'un coup dans l'imaginaire des critiques, c'est tout de suite mise en scène académique, film en costume, romanesque et tout ça, mais pas du tout. Je pense que le film, au contraire, il a une sorte de formalisme quand même très abouti, quoi. On est dans un rapport très épuré, et pas du tout dans un romanesque académique du film en costume tel qu'on peut l'imaginer, quoi. Et ouais, donc c'est très, très formaliste. Voilà, on voit bien, et c'était déjà visible dans ces films, c'est un cinéma qui laisse quand même très peu de place au hasard, qui est hyper mis en scène, qui est écrit vraiment c'est écrit, c'est une écriture, un scénario en béton. On voit que tout y est calculé dans les jeux de regard, dans le découpage et compagnie. On est dans une sorte d'hyper contrôle total. Là, moi j'ai l'impression que tout ça, moi c'est un cinéma où je me dis, l'enjeu là-dedans, c'est que pour faire respirer tout ça, ça peut être compliqué, et c'est ce que je reprochais à Tomboy ou à Bande de filles. Je me disais, là, je ne vois que des constructions cérébrales avec un discours bien, bien frontal asséné, et pour allumer l'étincelle, pour faire créer de l'émotion, de la sensation à partir de tout ça, je pense qu'il faut vraiment avoir un autre ingrédient qu'elle avait un peu perdu, et que là je trouve de représenter de façon très forte. Ouais, c'est vraiment une question de filmer le désir et la fièvre qui va avec, et qui correspond un peu au sujet du film. Bah oui, c'est là que je rejoins, parce que vraiment sur les 3 premiers films, il y avait quelque chose qui manquait d'incarnation. Il y avait un espèce de devoir de bon élève qui était très écrit, avec presque des manifestes où on sentait qu'elle s'ancrait dans une œuvre qu'elle lançait, et au fur et à mesure de sa filmographie, moi j'ai eu comme une espèce de désillusion de choses qui s'incarnaient de moins en moins, d'avoir quelque chose de très très fort, comme peut-être tous les premiers films où on a envie de tout mettre, et là effectivement on sent que sur 4 films elle a cette thématique, et dans son discours et elle a cette cohérence de thématiques qu'elle veut aborder, et qu'elle va continuer à aborder, mais qu'au fur et à mesure elle abordait des sujets qui étaient davantage presque des sujets qu'on lui imposait, que la société lui imposait, comme des sujets qu'une académie pouvait lui donner pour remplir un bon examen. Alors que pour une fois, là, en tout cas pour ce film-là, elle s'est lancée sur un sujet qu'elle s'est imposé elle-même. C'est là que je te rejoins sur le côté méta du film, de partir d'une expérience quasiment personnelle. Et il faut absolument voir ce film en étant au courant de l'histoire presque intrinsèque de ce qu'il a. Alors moi, je n'étais pas au courant, et c'est vraiment au sortir du film que je me suis renseigné. Je me dis, bah oui, en fait, c'était ça, quoi. C'est complètement fou de se rendre compte d'avoir l'information de l'histoire d'amour qui a pu se nouer entre de la découverte d'Adèle Haenel que Siama a casté pour la naissance des pieuvres, et d'avoir ce parcours-là, et de laisser le spectateur et la spectatrice se mettre en tête qu'elles ont aussi eu une vie à part entière en dehors du film, et c'est ça qui se magnifie dans presque ce mari. C'est un manifeste d'une déclaration d'amour, et qu'elle n'en s'en cache absolument pas sur sa déclaration ou sur ses interviews, même quand elle reçoit le prix du scénario à Cannes. Elle parle encore et encore de ce film qui est uniquement à la naissance d'un désir et à la naissance d'un regard en permanence vers Adèle Haenel. Et donc ce mot-là revient en permanence dans la vision de ce film. C'est un film qui est dicté par le regard d'une personne vis-à-vis d'une autre. Et donc, en l'occurrence, dans ce film-là, c'est au tout début une peintre qui observe, et qu'on a, moi, en l'occurrence, un plaisir fou à regarder une jeune fille qui regarde une autre jeune fille, pour pouvoir simplement l'analyser
et d'une façon complètement primaire sur le papier, et qui au fur et à mesure va aiguiller, analyser, décortiquer, et le fait qu'on observe une femme qui observe une autre femme, c'est comme si on nous prenait pratiquement par la main pour aussi nous-mêmes aiguiser notre œil pour pouvoir se mettre à la place. Et donc là, pour une fois, comparé aux 3 premiers films, il y a un accompagnement et il y a une empathie folle et une place du spectateur qui se met vraiment à la place aussi, et qui se dit bah tiens, moi, qu'est-ce que je pourrais filmer, qu'est-ce que je pourrais regarder précisément, et donc c'est de là, en tout cas pour la première partie du film, où on est projeté dans ce sens aigu de l'observation. Et ce qui est vraiment assez dingue, et là où elle sort un petit peu de son côté bon élève dans sa mise en scène, c'est que quelquefois elle filme la peintre, donc Noémie Merlan, en train de regarder et d'observer Adèle Haenel, et quelquefois elle nous donne le contre-champ de ce qu'elle observe. Et très souvent, elle ne nous donne pas le contre-champ de cette observation. Et elle nous donne enfin, donc Siama, à ce moment-là, le loisir d'imaginer ce que le regardant regarde. Et au moins, elle nous laisse de la place. Alors que j'avais l'impression qu'auparavant, avec Tomboy, avec Bande de filles ou avec Naissance des pieuvres, c'était à chaque fois un peu évident, par A plus B, je regarde ça, et c'était un peu mécanique. Alors que là, sur ce premier geste, elle nous laisse de la place, enfin, une respiration pour que ce soit un peu humanisé, et que il y a ce trouble qui naisse pour dire qu'est-ce qui va se passer entre elles deux. Est-ce que c'est simplement un regard artistique et mécanique, comme ce que peut-être Siama était auparavant, et qu'au fur et à mesure, à force d'observer, il y a un trouble amoureux, il y a quelque chose qui est absolument pas du tout possible de filmer, d'écrire, et ça, elle nous laisse imaginer ce propre geste. Donc c'était déjà, en tout cas, cette première démarche, elle est formidable pour un spectateur de sentir ce truc qui nous est pas montré, et de voir ce trouble qui naît entre ces deux personnages. Et ce qui est assez fort, c'est qu'au fur et à mesure, du fait, je pense, de cette côté surdoué d'écriture et de mécanique, et de savoir très bien que le film ne va pas se constituer uniquement de regards, et que au bout d'une demi-heure, on sait très bien peut-être les enjeux qui va se passer entre les deux personnages, et qu'il y a ce trouble amoureux qui naît. Il y a une intervention d'une tierce personne, et c'est quasiment comme si c'était vraiment presque écrit dans une pièce de théâtre. Il y a le personnage d'une servante qui est toute jeune et qui va arriver, et qui normalement était simplement là pour présenter les deux personnes et les laisser se rencontrer, et qui, elle, va prendre une importance assez forte dans le film, et qui va redonner l'occasion à Siama peut-être de repartir un petit peu dans ses travers, en faisant un petit peu un film dossier, en voulant aborder beaucoup d'autres choses qu'une histoire d'amour entre deux femmes, sur la condition de la femme, les avortements, les règles douloureuses, des tas de thématiques qui, je pense, étaient des choses qui ne sont quasiment jamais visibles dans le cinéma mondial, et que Siama, dans un coin de sa tête, avait peut-être au fur et à mesure coché les cases en disant: un jour dans ma vie, j'ai envie de montrer ça à l'écran. Mais c'est assez amusant, parce que de la façon dont elle a le faire, ça correspondait un petit peu à ce que des fois je peux reprocher, cette sorte de volonté d'aller tirer les films vers le fantastique, parce que là, moi, ce à quoi on pense beaucoup, c'est quand même aux films de sorcières, quand même beaucoup, qui est dû aussi à l'ancrage dans un endroit bercé d'animisme. Vraiment, il y a vraiment une présence des éléments très forts. On est dans le Morbihan avec les vagues, il y a le vent, il y a tout, il y a un rapport à la nature très fort dans le film, et un rapport à tous les éléments, avec le feu et compagnie, et qui verse dans non pas dans une imagerie, parce que je pense pas que le film soit vraiment verse dans l'imagerie, mais qui rappelle presque des films de sorcières, d'une sorte de féminité, mais sous un angle presque mystique, j'ai envie de dire, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est assez fort là-dessus, quoi. Ouais, et qui donne, moi, je trouve, une dimension au film. Mais il y a un élan qui se crée, il y a presque une dimension qui grandit dès que ce personnage de la servante a de plus en plus
de présence et d'impact dans cette relation qui se noue à deux simplement, et donc elle amène une force et presque une légèreté où il y a des séquences. J'ai l'impression une seule séquence qui m'a rappelé une séquence bizarrement de l'Apollonide où il y avait quelque chose de très écrit, de très mise en scène, où on sent que la caméra est hyper présente et que la chef-op là, c'est Claire Maton qui fait un travail dingue. Tout est très cadré et il y a une seule fois une respiration où on sent que là elle a laissé libre cours à et en l'occurrence là c'est une séquence où elles sont à trois en train de jouer aux cartes et là ça nous sort un peu du film de dire hop, là on passe sur un autre registre mais ça lui donne un impact hyper fort, mais je pense que c'est le propre aussi des cinéastes très cérébraux et qui ont une mise en scène extrêmement précise et presque mathématique. Je sors toujours l'exemple de Kubrick pour Barry Lyndon où d'un coup on voit un film où pendant tout le film c'est des plans millimétrés avec des zooms ou des travelling vraiment hyper millimétrés, et puis d'un coup tu as une baston et d'un coup la caméra elle bouge et ça donne un état, enfin dans l'économie du film d'un coup le moindre mouvement de caméra prend une dimension pas possible, et c'est vrai que dans cette scène là que j'ai très, très bien en tête, d'un coup on a l'impression qu'il y a une vie qui s'engouffre et qui prend une dimension qui est pas propre à la scène, qui est propre à cette scène là, mis en relation avec ce qui vient et ce qui va venir après quoi. Et je pense que c'est la même chose avec cette côté de la rétention du désir. On est dans une fameuse, un scénario qui pourrait être relativement classique. On devine, nous en tant que spectateurs, qu'il y a un désir, mais les personnages, si elles se l'avouent elles-mêmes, elles ont des difficultés à se l'avouer elles-mêmes et à réaliser vraiment ce désir-là. Et dès qu'il y a un rapport dans un film relativement très cadré, très porté sur une méticulosité, en plus du fait que le film en costume, c'est très engoncé quelque part. Enfin, on est dans plutôt des sociétés très engoncées. Il y a un rapport à la corporalité qui est hyper forte et qui pourrait être complètement contraire avec cet aspect très froid, très méticuleux de la mise en scène. Quand il y a des baisers, on voit de la bave. Quand on voit les corps, on voit la chair. Il y a un vrai travail au niveau de la photographie pour montrer la chair, mais non pas de façon glamourisée totalement, pas du tout de façon glamourisée. On y voit les moindres, on voit la chair vraiment. On voit pas un truc désirable façon magazine en papier glacé. On voit la chair, on voit vraiment cette chose-là. Et je pense que c'est quelque chose qui, ça redouble vraiment son geste de cinéma. Moi, je trouve qu'il y a une idée. Là où je trouve le film, il est à la fois, il est complètement dans l'air du temps. On sait très bien que c'est dans l'air du temps les questions de la représentation des femmes et de les d'émanciper la représentation des femmes du désir masculin. Déjà, c'est une grande idée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film et ce qui s'applique aussi au discours de Sciamma en général, c'est que dans le cinéma, et là je vais peut-être aller un peu loin, ça va peut-être être assez aller trop vite, mais le cinéma, j'ai l'impression que dans les films qui sont métatextuels, il y a de toute façon une sorte de méfiance dans l'image. À la limite, l'art, c'est peut-être le cinéma, c'est peut-être l'art qui s'est le plus tiré des boulets dans les pattes, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des réflexions sur la nature de l'image dans le cinéma, ça a toujours été des réflexions relativement négatives sur genre attention, l'image vous ment de Palma, attention, l'image est mortifère, Dorian Gray, Vertigo, la représentation d'une image, c'est toujours l'image va être suspecte. Le cinéma moderne s'est construit là-dessus, l'image est suspecte, on fait quand même des films, mais attention, on vous montre que c'est suspect, on ne peut pas représenter la réalité, voilà. Moi j'ai l'impression que dans ce film, il y a une vraie déclaration d'amour à l'image. Oui. Et je pense, dans le cadre du film, vraiment, le fait qu'il y ait vraiment plusieurs tableaux qui sont peints et que le premier est refusé par le modèle en disant « mais ça, c'est pas moi, t'as pas mis de toi-même là-dedans ». Il y a cette très belle idée qu'un portrait, c'est à la fois le portrait du sujet, le portrait du regard du peintre sur le sujet, et puis aussi toujours dans l'objectif de réaliser quelque chose qui soit beau pour le spectateur, quoi. Et en fait, il y a une vraie croyance dans le pouvoir de l'image, et avec cette notion hyper importante qu'une image ne sera belle et juste que si elle est désirée par celui qui l'a créée. Ouais, et ça me paraît hyper important de dire ça, parce qu'en ce moment, on est quand même dans un truc où il y a une sorte de puritanisme progressiste, surtout sur la représentation de la femme, où d'un coup, quand les représentations de la femme sont presque immédiatement suspectes, où il faut qu'elles ne montrent pas de blanche pour montrer que, surtout, elles ne sont pas asservies au désir des hommes ou au désir de... Là, elle est exemptée de ça en filmant une histoire d'amour homosexuel, mais j'ai envie de dire, elle fait quand même une sorte de déclaration d'amour au fait que l'image,
quand on veut faire une image qui a un petit peu d'intérêt, il faut y mettre du désir, en fait. Et, ça veut dire, et mettre du désir, c'est aussi projeter un peu de soi-même et transformer le sujet un peu en objet, quelque part. Et c'est vraiment là où elle est hyper clairvoyante là-dessus. Ben oui. Sur son cinéma et sur le regard qu'elle pose sur celle qu'elle filme, ce qu'elle veut dire dans son entièreté d'œuvre d'art et de pleine conscience de faire un film hyper actuel. Elle est hyper clairvoyante, j'ai l'impression, Siama, sur l'air du temps. Ouais, et je pense, en présence. et elle est pas forcément, elle est aussi à contre-courant, de beaucoup de discours. Moi, je sais que j'avais beaucoup apprécié que Céline Sciamma, par exemple, aille à la défense de Keshish sur Make to My Love en disant mais de toute façon, c'est un mec qui filme les femmes avec son regard de mec, et ce qui est normal. Le seul truc qu'il faut regretter, c'est qu'il n'y ait pas assez de femmes. Qu'on n'ait pas assez de regard de cinéaste femme, ce qui permettrait un registre d'images plus varié, parce que les femmes vont filmer avec leur propre désir. Moi, c'est presque à la limite, j'ai envie de dire, des fois c'est presque regrettable qu'il n'y ait pas beaucoup de films réalisés par des femmes, parce que si je prends le cas de Claire Denis ou d'autres, ou même et d'autres cinéastes femmes, et même des cinéastes homosexuels hommes, on voit bien que le regard sur les hommes est complètement différent, parce que c'est un regard qui est porté par du désir sexuel, et ça crée un rapport complètement différent. Je sais que chez Claire Denis, les mecs sont filmés de façon où aucun mec serait capable de filmer un mec comme Claire Denis le fait, parce que d'une part elle les glamourise, d'une part elle les restitue avec un vrai désir d'observation, elle les regarde vraiment, alors que les mecs filmés par des mecs, c'est complètement autre chose. Et je pense que si bizarrement, en fait, je me dis des fois, si un des grands drames qu'il n'y ait pas plus de femmes cinéastes, c'est plus pour la représentation des mecs, plutôt que de se dire, voilà, si les femmes étaient cinéastes, elles filmeraient plus des femmes libres ou affranchies du désir masculin, ou je sais pas quoi. Moi, je dis, au moins, elles pourraient filmer avec leur désir, si pour peu qu'elles soient hétérosexuelles, filmer avec un désir, quoi. Et ça me paraît être une vraie déclaration d'amour à ça, le film de Sciamma. Donc voilà, pour conclure, moi, je pense qu'elle elle s'inscrit, Sciamma, avec ce film-là, dans une espèce de continuité de film où, que ce soit une relation homosexuelle ou hétérosexuelle, dans ces grands films d'amour interdits, où nous, en tant que spectateurs, dans la minute, on est comme dans une cour de récréation, on dit bah oui, vous vous aimez, allez-y, alors que le poids de la société fait que bah non, c'est interdit, c'est pas possible. Donc voilà, en regardant ce film-là et en ayant un petit peu de vision du cinéma, on pense dernièrement à Carole, complètement dans ce regard hors champ où on sent un érotisme fou, mais que ce soit Carole, que ce soit la leçon de piano sur l'interdit, sur la route de Madison, Titanic, qu'elle a cité. Moi j'ai pensé encore à Splendor in the Grass, sur dire mais oui, vous aimez, mais allez-y, mais non, c'est beaucoup trop puissant, la force du non-dit et de l'interdit. Et puis on en parlait hors antenne avec Étienne de la rumeur, que peut-être Sciamma aussi a encore, elle en parlait dans un podcast à Cannes, de dire voilà, le peu de films sur l'interdit amoureux entre deux femmes, le peu de films proposés pouvaient quand même la contenter, parce que voilà, ils avaient la valeur et la primauté d'exister. Que même si c'était médiocre ou pas aussi grandiloquent et grandiose qu'un film entre un homme et une femme dans l'histoire du cinéma, ce peu de présence pouvait quand même la contenter, donc c'était assez ambivalent. Donc voilà, je pense que c'est un grand film beau. Ouais, et puis je suis content que tu cites Carole, parce que c'est aussi un truc où et je pense que c'est pas du tout par rapport au fait que ça soit aussi un amour lesbien, mais je pense que le point commun qu'il peut y avoir les deux, c'est que c'est aussi un film qui est un petit peu méta, parce que le personnage dans Carole j'ai oublié cette actrice qui est superbe pourtant là, Rooney Mara, elle-même a un regard, les photographes et tout ça, on sent qu'il y a tout le film est vraiment dirigé vers cette question du regard, tout comme dans le portrait d'une jeune fille en feu, qui est peut-être, j'attends de le revoir, mais peut-être un chef-d'œuvre. Bon, il y a des gros mots qui sont prononcés, il est temps que je reprenne le micro. On va faire une pause musicale, un montage qu'Antonin avait proposé lors d'une sieste pour Canal B, un montage, je vais te laisser le présenter de toute façon, Antonin, rapidement. C'est un montage composé d'un morceau de Parawan de la bande originale de Naissance des pieuvres, et d'un morceau d'un autre film assez voisin de Portrait d'une jeune fille en feu, qui parle aussi d'un peintre sur les côtes bretonnes. Monte.
Vous êtes pire qu'un enfant. Je veux bien, mais à une seule condition. C'est qu'après vous dormiez, autrement vous allez aller reboire. Je te promets. Oh, comme elles sont belles. Oh, approche. Là. Ça suffit maintenant. Faut que j'aille aider monsieur le curé à ranger le théâtre. Non, je t'en supplie, Marie. Laisse-moi toucher. Oh. Oh, comme elles sont fermes. Oh. On dirait des petites pommes. Oh non, non, là vous êtes pas raisonnable. Oh, Marie, je t'en supplie. Fais-moi voir ton minou. Fais-le-moi voir. Oh nom de Dieu, quelle merveille. On dirait de la mousse. Oh, tu es belle, tu sais. Oh, tu es très belle, tu es vierge. Oui. Oh non. Oh non. Oh, que c'est beau. Non, non, ne bouge pas. Hein, laisse-moi regarder. Laisse-moi admirer. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est à pleurer tellement t'es belle. Tu vois, j'ose même pas toucher. T'es une enfant. C'est fou. Oh Marie. Oh Marie, mon petit chou. Oh mon petit lapin. Je bande. Allonge-toi. Oh. Oh. Ah, je renais. Oh, je revis. Oh, oh non, Dieu, bordel de merde. Oh, je suis fou. Je suis fou. Oh, je suis complètement cinglé. Merci Antonin pour ce montage. Il nous reste un peu de temps pour parler de cinéma, même si les choses que vous avez dites non seulement étaient intéressantes, mais auraient pu parfois aller avec le film dont on va parler, à savoir donc le dernier Rambo, Rambo 5, réalisé par Adrian Gromberg. Si on a le temps, je ferai un petit portrait du bonhomme, mais vu qu'on a peu de temps, j'aimerais bien revenir sur l'essentiel. Pourquoi aller voir encore Rambo aujourd'hui? Qu'est-ce que Stallone pourrait apporter d'intéressant à ce héros mythologique? Le
dernier Rambo, le 4, réalisé par Rambo lui-même, moi je l'ai revu encore, je trouve ça assez fascinant. Non, en grande partie pour sa violence, hein, évidemment, pour sa brutalité, qui le rapproche énormément de ce que peut faire un Mel Gibson aujourd'hui, même si c'est pas le metteur en scène qu'est Mel Gibson, bien évidemment, et Adrian Grunberg, qui était l'assistant réalisateur de Mel Gibson sur Apocalypto, lui non plus n'est pas un metteur en scène intéressant, je trouve. Tout court, ouais, c'est pas, voilà, c'est le grand souci de Rambo, de toute façon, c'est que il y a pas vraiment de cinéma là-dedans. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt ce que fait Stallone de cette mythologie, de ce personnage de Rambo, qui reste pour moi un personnage extrêmement important par rapport à ma cinéphilie, bien évidemment, d'avoir grandi avec mais cette image que le grand public peut avoir de Rambo, à savoir ce gros bourrin qui va gagner la guerre tout seul, que ce soit au Vietnam, aux États-Unis, en Afghanistan, voilà, c'est le super-héros américain des années 80, et le premier Rambo est une vraie transition entre le cinéma américain des 70 et ce cinéma d'action américain des années 80 qu'on considère comme réganien, même si finalement, en revoyant même Rambo 2 par exemple, il s'en détache énormément, et Reagan est plutôt taclé même dans Rambo 2 plutôt qu'auréolé de gloire en fait. Mais le premier Rambo, donc Ted Kotcheff en 82, on est encore dans ce cinéma américain des 70 avec le héros dans la marge qui est abandonné de tous, qui est seul. On est quasiment dans du Taxi Driver en fait, mais on retrouve quand même, enfin on trouve en prémisse comme ça ce super héros des années 80. C'est peut-être en les effet, choses qu'on est moins bien vieilli. Je pense à deux plans en particulier. C'est la première course-poursuite où d'un coup les bagnoles font des bonds de 10 mètres et la moto fait des bonds de 10 mètres. Tu te dis, oh là, c'est pas le bon film, quoi. C'est ça, il y a un décalage, et c'est l'un des films, parce que c'est pas le seul, mais c'est l'un des films qui amorce ce cinéma d'action américain des années 80, qui va vraiment être acté justement avec le Rambo 2 par exemple, où là ça part en cartoon quasiment, et puis on a beaucoup de films de Stallone et d'autres de sa génération évidemment qui vont partir dans cette foulée. Mais dans le dernier Rambo, justement, il y a eu quelque chose qu'il a apporté à ce personnage. Et évidemment, en repensant à ce cinéma d'action américain des années 80, que moi j'ai trouvé vraiment presque émouvant en même temps que profondément brutal, c'était déjà un retour justement à ce cinéma des années 70. La grosse référence clairement de Stallone pour en tout cas sa séquence finale, c'était La Horde Sauvage. Il ramenait comme ça quelque chose dans John Rambo, le Rambo 4, qui moi m'a laissé un peu sur le cul, parce que évidemment, comme beaucoup d'autres gens, même si aujourd'hui et déjà un Rambo 4, je savais que le premier Rambo c'était autre chose que l'image que le grand public peut avoir de Rambo, à savoir justement le portrait d'un héros torturé qui ne tue personne d'ailleurs dans le premier, qui est vraiment très très émouvant, qui te propose un personnage à milieu du manichéisme qu'on va avoir justement, qui va faire le sel du cinéma d'action des années 80. Voilà, là on retrouvait justement dans John Rambo ce personnage quasiment ce fantôme zombie qui est à la recherche désespérée d'une raison de vivre, et qui erre et qui va retrouver, enfin qui va rien retrouver du tout justement, qui a besoin de déchaîner une espèce d'énergie destructrice à la manière des héros de La Horde Sauvage, et qui va se défouler avec la même mitrailleuse d'ailleurs dans la séquence finale. Ce qui moi me donnait évidemment profondément envie de voir ce qu'il allait pouvoir faire avec un nouveau Rambo, alors que le 4 se terminait de façon très très jolie d'ailleurs, avec son retour au pays dans sa maison, dans la maison de son papa, quoi. C'était le plan du générique de fin, Rambo qui revient aux États-Unis après plus de 30 ans d'errance à travers le monde. Et il y a une forme d'espérance, parce que je sais que Stallone a quand même assez bien géré ses héros mythologiques. Rocky Balboa aussi a été très très bien traité, en tout cas quand c'est lui qui le filmait, même si dans les styles de Creed je trouve sans aucun intérêt. Mais voilà, j'avais une certaine confiance dans Stallone en fait, qui gère vraiment très très bien ces personnages, même la manière de les jouer. Et Rambo en premier, dans Rambo 4 par exemple, de pas essayer d'en faire ce héros athlétique qu'il a pu être d'ailleurs dans les précédents films, mais au contraire ce corps lourd qui a du mal, voilà, qui subit le poids des années, de la douleur, qui est toujours traumatisé. En tout cas, c'est même pas qu'il la gère bien, je vais te dire, pour juste corriger, ce que j'adore te corriger, c'est que je pense qu'il s'y investit en tant qu'auteur à fond, parce que même les films pas bons, que ce soit Rocky ou Rambo, raconte quelque chose sur lui en tant qu'individu, et qui fait que c'est des films assez personnels, même des films pas très bons.
Ce qui me paraît pas être du tout le cas du Rambo, du dernier Rambo. Et là, je parle des deux sagas, hein, Rocky et Rambo. Oui. Mais on y sent qu'il y a un investissement, même si c'est un truc tout moisi, mais il y a un investissement très personnel. Alors tout moisi, moi j'ai quand même pris en fait à ma grande surprise énormément de plaisir en fait à voir le dernier Rambo, même si évidemment j'aurais beaucoup de mal à le défendre. Comme je l'ai dit, pour moi il y a pas de cinéma là-dedans et c'est vrai que j'en étais arrivé à rêver peut-être à une forme à la Universal Soldier 4 ou quelque chose comme ça. Je savais très bien qu'avec Stallone aux commandes c'était pas possible parce que malgré la violence qui me paraît complètement barbare de ce dernier Rambo, ça reste malgré tout quelque chose qui appelle au grand public, justement parce que c'est Rambo. Il pourrait pas Stallone, je pense, faire appel à un John Yams pour faire un objet du style Universal Soldier 4 quoi, ou de Gaspard Noé qui pourrait faire un très grand Rambo, je pense, comme voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui tout de suite, moi, dans la scène d'intro, par exemple, m'a rappelé ce qui justement avait pu faire la grandeur des films Rambo. C'est par exemple le fait de ne jamais perdre de vue que ce héros, c'est une sorte de Mad Max justement. Enfin, on le traite comme un héros à la Mad Max. C'est le cowboy, on appelle à la fois western. C'est dans le hors-série Mad Movies, il rappelle très bien voilà que c'est un héros à la Joseph Campbell justement quoi, qui vient. C'est pas Mad Max qui a créé ça hein, bien évidemment, mais qui rappelle au héros du western des années 50 qui débarque, ce héros solitaire qui débarque dans une ville. Là en plus, il est à cheval. Il y a quelque chose de tout ça qui fait qu'on retrouve de la mythologie tout de suite. Et en même temps, Stallone, il n'oublie pas non plus justement la douleur, le côté complètement désespéré de ce personnage-là. Donc là, en plus, Rambo, il s'enfile des cachetons à tir-larigot. Il va vraiment au plus mal, même s'il a retrouvé sa famille. Et il a réussi aussi à faire quelque chose qu'il avait réussi à faire énormément, enfin très très bien, je trouve, avec les Rocky. C'est de le remettre en outsider en fait. C'est le grand truc de Stallone, hein. De toute façon c'est de parler des outsiders. C'est assez compliqué quand t'as un bonhomme qui en est à son 5e, 6e film, 10e film pour Rocky, de continuer à en faire un outsider. C'était le grand truc de Rocky qui était même fatigant à la longue, hein, Rocky 5 et tout le bordel. Mais là je trouvais que ça fonctionnait très très bien de le retrouver en outsider. Ce qui tient, moi, enfin, ce qui a joué dans mon grand plaisir, hein, de voir évidemment Rambo face à une bande, alors je sais que de narcotrafiquants sexuels mexicains. Ils savent même pas qui c'est Rambo et on sait très bien lui qui va leur faire énormément de mal. Il y a beaucoup de ça qui m'a touché et ce retour, moi je reste convaincu que c'est un type qui est extrêmement influencé par Peckinpah en fait. Et là je voyais plus la Horde sauvage, je voyais les chiens de paille, le home invasion, le type qui va faire qui souhaite qu'une seule chose, comme dans un film de Mel Gibson, hein, c'est de vivre peinard, tranquille dans sa ferme, et puis il se retrouve obligé voilà vraiment de faire appel à la plus grande barbarie qui sommeille au fond de lui et de la déverser sur le reste du monde. J'aurais adoré que Mel Gibson réalise ce film, ça aurait pu être exceptionnel parce que c'est vraiment un scénario pour Mel Gibson. Le John Rambo est là, on tue sa fille, il va la venger quoi. C'est exceptionnel. T'as spoilé là. Hein, mais non mais évidemment c'est bourré. Et puis je vais continuer les spoilers parce que finalement la chose qui me marque le plus justement à ce niveau-là, ce rapport Mel Gibsonien de John Rambo, de Rambo 5, c'est la séquence finale qui moi m'a procuré énormément de plaisir et l'un des derniers plans du film, vas-y va-t'en Jules Topoc parce que je vais faire un très très gros spoiler, mais cette ouverture de carcasse à coups de couteau et ce sortage de cœur et évidemment Apocalypto aussi hein. Enfin, et moi en fait c'est dommage de réduire un film à sa violence. Et je suis convaincu qu'il y a 20 ans, j'aurais pas pu affirmer quelque chose comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, cette violence que propose Stallone dans la dernière partie de John Rambo, en fait, elle est salutaire. Elle est extrêmement salutaire, en fait. C'est terrifiant. C'est la chose qu'apporte, je pense, Grünberg au film. C'est un accord qu'il doit avoir avec Stallone. Ce qui est surprenant, c'est surprenant de voir Rocky Balboa et après de voir un Rambo, un Rocky Balboa qui reste un film très très mignon, même tous les autres Rocky. Et puis là, de voir ce déferlement de violence qui cherche à être la plus barbare possible, justement, de te montrer une forme de violence, un gore que tu ne vois plus, tu ne vois plus jamais. Et justement, la dernière fois qu'on a pu voir un truc comme ça, c'était soit dans un film de Mel Gibson, soit peut-être dans un film d'action dans Universal Soldier 4 où on avait des scènes de violence de cet acabit là. Et cette violence aujourd'hui pour moi c'est
c'est plus qu'un cri de cœur, c'est un cri de contre justement tout ce qui se fait dans le cinéma aujourd'hui. Et d'utiliser une forme, un héros mythologique aussi populaire que Rambo pour déverser cette brutalité et cette violence, moi je trouve que c'est déjà extrêmement courageux de la part d'un type comme Stallone, qui pourrait encore se planter la gueule, il l'a suffisamment fait dans sa carrière, d'avoir un très grand succès et un très, très gros échec qui fait que pendant 10 ans il disparaît. Dans les années début 2000 il a eu ça, dans les années et dans la fin de 70 il a eu ça, après avoir eu pourtant les Oscars dans Rocky, pof, pendant des années il a que des échecs jusqu'à Rambo justement. C'est cyclique la carrière de Stallone, et il parvient toujours à se remettre sur ses pieds, et donc pour moi quand il fait un truc pareil, il sait qu'il peut se planter, il sait que ça peut être un échec. Il y a vraiment une volonté, une note d'intention qui réside dans cette barbarie en fait. Et moi cette barbarie du coup elle me procure aussi énormément de bien, parce que c'est quelque chose que je ne vois plus jamais en fait. Ouais, bah après, moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir, que je qualifierais d'un plaisir vraiment déviant devant la dernière scène, carrément. Enfin, effectivement, moi je prends. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film bien gore, mais qui est de l'ordre du programme en plus. On l'a vu préparer tous ces pièges, on se devine, vu la nature des pièges qu'on a vu préparer, que ça va être dégueulasse. Mais le temps qu'il prend à préparer ces pièges, c'est génial que ça prenne autant de temps. Mais aussi. après, le truc, c'est que moi, il y a plusieurs handicaps dans le film, qui est vraiment pas du tout un bon film, et pas un film fait avec beaucoup de conscience, quoi. C'est que d'une part, c'est quand même de la bouillie visuelle informe, quoi. Moi, je le dis d'autant plus que, du coup, j'ai enchaîné le Rambo de Ted Kotcheff et le Rambo, et ce dernier Rambo, et le Rambo de Ted Kotcheff qui frappe à la gueule quand t'as un œil, quoi. Le minimum d'un œil quand tu vois le Rambo de Ted Kotcheff, c'est que tu dis putain, c'est quand même brillamment mis en scène, quoi. C'est un truc de fou furieux. La photographie, vraiment la mise en scène, le fait, le début, Stallone qui va être attaché à la forêt, l'autre qui est rattaché à la ville. Tout est vraiment extrêmement tenu. Il y a cette idée géniale qui, je pense, a beaucoup fait aussi pour le mythe de Rambo, c'est qu'il y a une bascule de point de vue à partir du moment où Rambo rentre dans la jungle. C'est qu'on ne suit plus Rambo, on suit que les autres qui font que de parler de Rambo et qui créent du coup le mythe, quoi. On sait que c'est vachement plus payant pour créer un personnage que des personnages en parlent ou l'imaginent, et d'un coup Rambo devient une sorte de fantôme, et quand il revient dans le dernier acte du film, il est chargé de toute la charge mythologique que les personnages ont investi parce qu'il était dans le hors-champ, quoi. Et là on sent qu'il y a une vraie mise en scène, il y a un vrai truc d'écriture, parce que je pense que c'est vraiment Stallone est un très bon écrivain de cinéma, et Ted Kotcheff est un réalisateur qui l'a prouvé génial depuis qu'on a vu Wake in Fright. Mais là c'est juste pas possible, et effectivement moi ce qui me gêne vraiment quand même beaucoup, et là je fais mon social justice warrior, mais vas-y, je t'attends, parce que là je vais... c'est juste pas possible. Alors c'est peut-être des erreurs de scénario ou je sais pas quoi, mais c'est juste pas possible de représenter le Mexique de cette façon-là, dans le sens où effectivement, attention, non mais il représente le Mexique tout comme dans Kill the Gringo, il représentait le Mexique, c'est-à-dire une sorte de poubelle, genre c'est Mad Max là-bas, quoi. Sachant que Catherine Grunberg est mexicain. Oui, mais en fait moi le truc qui me gêne, c'est que vraiment en termes dramaturgiques, c'est qu'à un moment t'as juste le personnage de la fille, l'argument du scénario c'est ça, elle a retrouvé les traces de son papa qui vit au Mexique, il l'a abandonné étant jeune, et elle va avouer à son tonton et à sa tata qu'elle a décidé d'aller revoir son père, d'aller discuter avec lui au Mexique. Et là ils sont complètement flippés, quoi. Ils disent mais non, ils sont flippés certes parce que le père, ils savent eux que c'est un con, mais ils sont flippés aussi parce qu'ils se disent au Mexique ça va être horrible, quoi. Et effectivement ils ont raison, parce que c'est Rambo, donc ils arrivent au Mexique et directement la nana elle se fait directement embarquer dans un truc d'esclavage sexuel. Antonin le présente de manière évidemment comme beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce qu'elle va au Mexique? C'est un piège, c'est sa copine l'a vendue. Avant qu'elle arrive au Mexique, elle est déjà vendue. Oui, elle est déjà vendue. C'est pas tiens, elle débarque au Mexique. Évidemment, on pourrait penser un truc comme ça. Mais sauf que voilà, ça c'était les personnages de Rambo et de sa tante le savent pas, ça. Eux, ils savent très bien que c'est comme s'il allait franchir les lignes ennemies et qu'elle allait arriver au Vietnam. C'est comme si elle se disait moi je vais m'engager, je pars à la guerre. Mais non, t'y vas pas. Non, mais c'est amusant de parler de ça. Moi, il y a beaucoup de choses de détails dans le film qui m'ont quand même intéressé par rapport à l'époque où c'est tourné. Je pense à évidemment l'image de la femme. Moi je trouve ça assez amusant, la façon dont il représente justement le pouvoir de la jeune femme en fait aux États-Unis, et évidemment la disparition de ce pouvoir au Mexique, où là c'est limite. Pour le coup je suis d'accord. Et après ça du coup tu te poses énormément de questions. Il y a un truc dans le film justement, donc Rambo doit traverser la frontière,
Et il le fait sans aucun problème, il défonce un grillage de barbelés et puis il traverse la frontière. Juste après, tu vois justement des images du mur de Trump. Et pour moi, c'est nouveau, c'est la première fois que je voyais au cinéma des images du mur de Trump. Il y a ça dans Sicario 2, je crois. Bah, du coup, ça m'a pas marqué dans Sicario, peut-être qu'ils l'ont filmé dans vachement 2, moins bien. Et le fait est que quand il le montre, il te dit clairement ce mur ne sert à rien. Mais il te dit pas, tiens, faudrait faire un plus gros mur. Il te dit non, ça sert à rien ce mur. Et d'ailleurs, Rambo, il vivait avec des Mexicaines depuis 20 ans et ça se passait super bien, quoi. Il y a aucun problème avec les Mexicains. Moi, je vis avec des Mexicains aux États-Unis. Heureusement qu'ils sont là. Mon meilleur ami est mexicain. Mon meilleur ami est mexicain. Je suis quand même pas raciste. Et il y a une scène qui a été coupée en France, en fait, qui est présente dans le montage américain, qui a été coupée en France. C'est quand on voit justement les méchants, c'est Mexicains parce qu'ils sont tous des méchants. Mais les Mexicains qui vont. Il y en a un d'entre eux qui joue bien dans Apocalypto, je me trompe pas. C'est un des grands méchants d'Apocalypto qui joue un des hommes de main particulièrement sadiques. Mais le fait est que voilà, il y a un plan qui a été coupé, c'est comment ces méchants font pour entrer aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'ils débarquent avec 10 4x4 armés comme c'est une armée justement, donc ils ont des gros flingues partout, quoi. Et ce plan a été coupé dans la version française. Apparemment, dans la version américaine, on les voit utiliser des tunnels, justement. Comme quoi, les murs la version américaine, non, mais dans la version française, on voit, ils passent par un tunnel. Ah bon, moi j'ai pas vu ça. Peut-être que j'ai. Tu dormais. T'as dormi devant Rambo. J'ai cligné des yeux. On les voit pas passer vu, par un tunnel. J'ai pas vu. Peut-être que c'est que dans la VF, parce que moi je l'ai vu en VO. Ah oui. En VF, il passe par un tunnel. Et mais moi de voir ce mur, ça m'a vraiment, ça m'a marqué. Et enfin. C'est vrai que c'est le premier grand film de post-Trump. Mais pour moi, c'était un grand film, en tout cas. C'est un grand film. C'est un film très 2019, en tout cas, enfin, qui parle vraiment de son époque aux États-Unis. Et encore une fois, cette violence, est pour moi, est aussi très très importante à ce niveau-là, en fait. Ouais, moi j'ai du mal à voir ça. J'ai pas l'impression, justement, alors je suis vraiment pas du tout spécialiste de la saga Rambo, mais quand je vois le premier ou le 3 que je connais mieux, je me dis ouais, effectivement, ça raconte quelque chose de l'Amérique, parfois d'un point de vue idéologique que je ne partage absolument pas, mais au moins ça a le mérite de faire un travail de cinéma et de l'incarner réellement, quoi. Là-dedans, en fait, je vois de la bouillie, tout simplement. Ah, mais juste la pure exploitation d'une sorte d'icône de pop culture très feignante, quoi. Bon, je reviendrai pas sur la mise en scène parce que je suis assez d'accord avec toi et je suis très déçu de la part d'un type comme Grunberg, rapidement quand même. Donc c'est le type, comme tu l'as dit, que c'est son deuxième long métrage. Il avait réalisé Get the Gringo, qu'il avait coécrit avec Mel Gibson. Il était assistant de Mel Gibson, il était assistant de plein d'autres types, de Tony Scott sur Man on Fire aussi par exemple, de Peter Weir sur Master and Commander. Enfin, le type a une très très belle filmo depuis, ça fait 30 ans maintenant qu'il est assistant réal, avec des donc il apprend rien, quoi. C'est un peu le Yes Man, mais qui s'engage uniquement sur des projets cool, en fait. Ouais. Et c'est terrible, en fait, de se dire, bah oui, mais les Yes Men, ça va dans tous les sens. Et le type a visiblement très très bon goût, sauf que, bah oui, il a aucun talent, en fait, de cinéaste. Et c'est extrêmement problématique pour un projet comme ça. Et je reste convaincu qu'en effet, avec un type comme même peut-être John Yams, qui avait fait quand même preuve de grosse prise de risque pour un film comme Universal Soldier 4, qui avait la matière, je pense, dans la vision qu'avait Stallone de ce personnage-là et de sa mythologie pour en faire enfin, au départ, il avait quand même un projet d'en faire une version crépusculaire à la impitoyable, quand même, pour montrer la fin de Rambo et son désespoir. On est quand même complètement à l'opposé d'une version crépusculaire d'Impitoyable, quoi. Il n'y a rien de crépusculaire dans Rambo, en effet, c'est juste de l'exploitation. Ce qui, moi, m'a procuré encore une fois beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps qu'un film n'était pas passé aussi vite. J'avais pas vu un cœur arraché avec un couteau de survie. Ça va tellement vite. Enfin, pour moi, le film est passé. Voilà, bref. Ça a été énormément de plaisir et en même temps énormément de frustration en me disant, tiens, je sais ce qu'était le projet à la base. Donc, j'invite tout le monde, même si ça coûte une fortune, à aller bouquiner le hors-série Mad Movies, qui était assez intéressant, qui revient sur justement les différentes visions que Stallone a pu avoir sur les différents films, d'ailleurs, sur les différents films de la saga, en passant par son envie de faire un film à la David Lean pour Rambo 3. Il voulait que ce soit Rambo d'Arabie. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et sur les tournages catastrophiques que ça a pu être et les réécritures, y compris pour ce dernier opus, voilà, l'hors-série coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, évidemment, et ça a tendance à être beaucoup trop passionné et à beaucoup trop vouloir défendre des films qui sont pas forcément toujours défendables, mais c'était vraiment intéressant, et ça nous permettra de passer sur tout ce qu'on n'a pas raconté sur ce film que je vous conseille tous, bien évidemment, et puis enchaîner avec le Céline Sciamma, Le portrait de la jeune fille en feu,
Toujours à l'affiche. Il est temps de se quitter, il est très tard. Merci Jules Topoc d'avoir participé à cette émission. Tiens, tu peux dire au revoir aux gens. Je dis au revoir aux gens et puis il faut aller voir Robocop mardi soir, si l'émission 1er octobre. passe à ce moment-là. 1er octobre, c'est possible. Ouais. Robocop au diapason à Rennes. Proposé par l'association 97 mm et Cinémaniacs, bien évidemment. Donc oui, au diapason le mardi soir. Pour tous ceux qui nous écoutent samedi sur Canal B, une émission que vous pouvez retrouver sur le site de Canal B en podcast et sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Une autre annonce peut-être, Antonin? Oui, il y en a plein, mais peut-être qu'on n'a plus le temps. Après, on peut annoncer juste que La Cité de la Peur, c'est le 13 octobre et qu'on fait une soirée autour de l'œuvre des adaptations de Stephen King avec une projection de Carrie de Palma à 21h à l'Arvor, précédée d'une rencontre dédicace avec François Co et Mathieu Rostac qui ont écrit un bouquin sur les adaptations de Stephen King au cinéma. Rencontre dédicace chez la librairie Le Fayère. On a très hâte. On se quitte avec un dernier extrait. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Allô Lucky, est-ce que tu me reçois? Tu me reçois à toi. Allô Georges, Paul, Francky, je te reçois Force 4 à toi. Le satellite de Rocco signale des peaux rouges sur le sentier de la guerre dans ton secteur. Au Cap Rouge dans le coin à toi. C'était une sorte d'allégorie, rappelle-toi, c'est le code qu'on a décidé. Les vautours viennent dévorer la carcasse, je répète. Les vautours viennent dévorer la carcasse. Il y a 2-3 mouettes là-haut, mais il n'y a pas de... Le babouin est sorti de sa cage, la crêpe a sauté hors de la poêle. Hey, tu te fous de ma gueule là?